Bouge la France et la crise, encore et toujours une crise qui pèse lourd sur la campagne présidentielle américaine. Une crise qui envenime le débat politique français où souffle le vent mauvais d'une récession qui ne veut pas dire son nom. Jean-Louis Gonveau sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Louis. On va, pour pas changer les bonnes habitudes, parler de la crise, de la bourse et de la récession ce soir, parce que hier, eh bien, c'était remonté encore. Depuis 2 jours, ça remontait pas mal la bourse, mais aujourd'hui, moins 6,8. C'est une sérieuse déconvenue. Alors, hier soir, justement, on évoquait la crise financière qui a amené la descente aux enfers de la bourse qu'on a connue. Et puis on se disait, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que là, c'est les stigmates, les premiers stigmates de la crise économique? Il faut bien se rendre compte que, quand même, la perte d'aujourd'hui annule pratiquement la hausse que nous avons connue grâce à ce plan de sauvetage des banques. C'est ça qui est quand même préoccupant. C'est-à-dire que, visiblement, on a l'impression qu'on est sorti de la crise bancaire avec ce plan de sauvetage, mais qu'on n'est pas sorti d'un certain nombre d'incertitudes. Alors, il y en a plusieurs. Un train peut en cacher un autre. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on résout un problème, il y en a un autre qui arrive. Il y a 2 sortes d'incertitudes. Des incertitudes, ce que vous l'avez dit, sur la conjoncture. Et puis il y a aussi des incertitudes financières. Il y a, par exemple, aujourd'hui même, un pays comme l'Islande a publié un communiqué, le gouvernement a publié comme quoi il pourrait y avoir une amputation profonde du PIB islandais. L'Islande, c'est un petit pays, c'est 350 000 habitants, mais dans ce monde qui est complètement interconnecté, c'est un véritable problème. C'est un pays comme l'Islande pouvait connaître la banqueroute. Vous avez également des pays dont on parlait peu. Le Vietnam a appelé à l'aide. En Europe, membres des 27, la Tchéquie et la Hongrie ont exprimé aujourd'hui leur préoccupation en disant oui, c'est très bien, vous sauvez vos banques et à ce moment-là, vous leur donnez un avantage par rapport à notre propre système financier que vous risquez de déséquilibrer. Il y a également des pays comme le Brésil et l'Argentine qui ont manifesté leurs préoccupations. Donc tout ça, si vous voulez, on a l'impression qu'on a mis une espèce de cordon sanitaire autour des grandes banques occidentales, essentiellement États-Unis, Royaume-Uni et Union européenne, mais qu'on n'a pas mis une ceinture de sécurité générale sur le système financier international. Et c'est cette incertitude, plus la conjoncture, qui pèse aujourd'hui sur les marchés financiers. Alors François Fillon, qui, on s'en souvient, était le premier à parler de faillite, a dit on est au bord de la faillite, a déclaré ce matin que on ne peut pas parler de récession, mais de panne de croissance. Alors c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, on dit on n'est pas dans le noir, on a juste une panne de courant, quoi. Et alors justement, moi je pense que c'est très bizarre cette espèce de peur du mot récession. On n'a pas peur de dire que le pays Est-ce que c'est un gros mot, c'est notre titre? Alors c'est un mot qui doit faire peur, puisqu'on n'a pas peur de parler de faillite, on n'a pas peur de parler de crise financière et on a peur de parler de croissance. Par exemple, M. Eric Woerth avait dit récession technique. Madame Lagarde dit croissance négative. M. Fillon dit panne de croissance. Bon, la réalité, je ne peux pas vous dire récession ou pas, mais la réalité, ce qu'on peut savoir, c'est que si on prend l'ensemble des indices, ils sont tous mauvais. Il n'y a pas un indice pour attraper l'autre. Et ceci est vrai pas seulement pour la France, ceci est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour l'Allemagne, ceci est également vrai pour le Royaume-Uni. Ensuite, comment imaginer que cette crise bancaire, même si aujourd'hui les banques sont maintenant dans une zone de sécurité, ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur la distribution des crédits. Aujourd'hui, avant de faire des crédits, même si c'est sécurisé, les banques vont réfléchir à 2 fois. Ce sera automatiquement des répercussions. Et on voit la consommation qui ralentit. Aujourd'hui même, les ventes d'automobiles en septembre, on annonce qu'elles baissent de 8,5% aux États-Unis. Hier, on annonçait qu'elles avaient baissé de 8% en Europe. Donc, il y a des signes qui s'accumulent. Et ça aussi, c'est plutôt négatif pour la bourse. Vous parliez des États-Unis. Il y a justement la présidente de la Banque centrale, de la Réserve fédérale de San Francisco, qui a avoué aujourd'hui une probable récession. Alors, bon, on commence à parler, à utiliser ce terme-là aux États-Unis. Est-ce que nous, on va nous annoncer la même chose dans quelques jours ou quelques semaines? Alors, c'est vrai que M. Fillon n'a pas tort. Il y a en France, dans les pays de l'OCDE généralement, une définition technique de la récession. On dit qu'il y a récession quand le PIB baisse pendant 2 trimestres de suite. Alors c'est vrai que
encore quelques jours, Monsieur le Bourreau, on ne connaît pas encore le PIB du troisième trimestre. On sait qu'il a baissé au second, de moins 0,3. Le troisième trimestre va arriver dans les jours qui viennent. Et donc, on va. Aux États-Unis, c'est plus intéressant parce qu'ils réunissent un panel d'économistes, de banquiers, et qui décrètent la récession. Alors, ils analysent le PIB, la consommation, le commerce. Ils analysent tout et ils disent voilà. Ça y est, on y est. On y est en récession. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le mot de récession date des années 50. Avant, il y avait la croissance ou la dépression. Mais après, on s'y tient, il y a quelque chose de nouveau qui est une récession, qui est une sorte de parenthèse dans un cycle long de croissance. Et donc, alors qu'avant, on n'avait pas assez d'outils pour mesurer sur quelques mois. Donc, on a inventé ce mot de récession. La question, et c'est ça peut-être qui fait peur, c'est quelle est la durée de la parenthèse ? Et ça, par contre, aucun économiste ne peut vous le dire. On est peut-être rentré dans une parenthèse et on ne sait pas le temps que cela va durer. On vient de l'ouvrir, on ne sait pas quand on va la fermer. Voilà. Merci beaucoup Jean-Louis, puisqu'on a parlé des États-Unis, mais c'est un peu le thème à la fois de Bouge la France et à la fois de la nuit, puisque vous le savez, ce soir, on vous transmettra à partir de 2h30 du matin le dernier débat entre Obama et McCain, avec analyse bien sûr et des invités juste après. Je vous retrouverai à cette heure-là et on va en parler dès maintenant avec François Durper, qui est le grand chercheur et spécialiste des États-Unis que l'on connaît et qui nous rejoint. Dans quelques heures maintenant, le dernier duel entre les deux prétendants à la Maison-Blanche, le dernier débat entre Barack Obama et John McCain, un débat décisif à l'heure où l'économie américaine faiblit et la bourse de New York flageole. Pierre Sled reçoit François Durper. Et bonsoir François. Bonsoir. On a mis un titre Ultimate Fight pour ce soir. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. On se dit à la fois que c'est la dernière chance pour McCain qui est vraiment à la ramasse dans les sondages. Il y a 14 points d'écart entre les deux. Et à la fois, on voulait rebondir sur... je ne sais pas s'il a voulu faire une plaisanterie, mais enfin, ça s'est retourné contre lui. Il a dit « Je vais fouetter Obama lors de ce dernier débat ». Est-ce qu'il y a une chance à saisir pour McCain ? Alors, vous avez titré en anglais, aux États-Unis, on utilise aussi une expression, c'est a make or break. A make or break ce soir. Donc ça veut dire ça passe ou ça casse. C'est le dernier, c'est le troisième débat. C'est-à-dire que c'est la dernière chance de convaincre qui ? Le candidat démocrate, il a déjà convaincu les démocrates. Le candidat républicain, déjà les républicains. De convaincre ces fameux électeurs indécis qui sont de moins en moins nombreux. Il y en avait beaucoup au départ. Hein. Et oui, et là ça se réduit et ils sont... Alors pour Obama, vous l'avez signalé, l'enjeu de ce soir, c'est ne pas faire de gaffe. Oui. Hein, rester, vous avez 14 points d'avance dans certains sondages. Comme Giscard d'Estaing en 74, lors du dernier débat, il a dit si je bouge pas et que ça reste comme ça, j'ai gagné. Et c'est ce qu'il va essayer de faire. En revanche, lui, John McCain, il faut qu'il y aille vraiment. Hein, c'est ça. Il va attaquer. Il va aller sur des thèmes. Il l'a dit d'ailleurs. J'utiliserai tous les scandales que je peux utiliser. Hein, et en particulier, vous savez, ce scandale de William Ayers. Qui est aujourd'hui professeur d'université, mais qui dans les années 70 était lié à des mouvements d'extrême gauche pacifistes et qui a fait des attentats. Oui. Et on a entendu un républicain. On a retrouvé Obama qui parlait de lui et des liens entre les deux. Oui, Obama a travaillé avec lui. Hein, on sait son engagement social et il a travaillé avec lui. Et le président du Parti républicain de la Virginie, il y a quelques jours, disait bien Obama et Ben Laden ont un point commun, ils ont des amis qui tous les deux ont bombardé le Pentagone, parce que William Ayers était lié à des attentats sur le Pentagone. Donc vous voyez, il faut rappeler quand même que lorsque William Ayers commettait ces attentats, Barack Obama avait 8 ans. Hein, donc, vous voyez, mais là, John McCain sait qu'il faut tout utiliser ce soir. On sait déjà un peu la teneur de ce débat parce que votre confrère de CBS qui va interroger les deux candidats, Bob Schiffer, a dit, moi, je vais demander 2 choses. La première chose, c'est que je vais reposer mes questions. C'est-à-dire que les 2 premiers débats, beaucoup d'Américains ont dit on est un peu déçus. Et qui ne répondaient pas aux questions. Et puis les réponses sur la crise économique, ni McCain ni Obama n'ont été. Et ça arrangeait limite tout le monde. Là, il dit si ça me convient pas, je repose la question. Et si ça me convient pas, je la repose une 3e fois. Je veux des réponses précises. Et puis deuxième chose, Bob Schiffer dit on est à quelques jours
de l'élection. Donc je vais leur demander, et c'est logique, quelle est leur vision de la fonction présidentielle. Donc on peut s'attendre à avoir ces deux questions posées. Sur ce deuxième thème, la vision de la fonction présidentielle, on pourrait peut-être penser que McCain a un avantage, puisque depuis le début, il a mis en avant son expérience, son ancienneté, par rapport à un Obama qui, lui, effectivement, ne peut pas se prévaloir de tels arguments. Oui, sauf qu'avec la crise économique, les données ont un peu changé. Aujourd'hui, l'indice de confiance, c'est-à-dire que celui qui inspirait confiance, c'était plutôt au départ Hillary Clinton contre Obama, et puis la victoire d'Obama, ça a été d'inspirer confiance contre Hillary Clinton, et puis c'était au départ John McCain contre Obama. Et avec cette crise économique, eh bien, l'indice de confiance vers le candidat démocrate est devenu meilleur, en particulier parce que le discours de McCain a trouvé ses limites. McCain, son discours, ça a été, écoutez, j'ai eu raison sur l'Irak, the surge, les renforts. Bon, on peut aussi le contester, mais enfin, j'ai eu raison sur cela. Faites-moi confiance sur tous les autres sujets de la société américaine, la crise financière, sans développer plus que cela. Pour beaucoup d'Américains, c'est un peu court. Et aujourd'hui, alors, vous citiez le sondage national, plus 8, dans certains sondages nationaux, plus 14. Ce qui est intéressant, c'est de voir les sondages qui sont d'instituts de sondage plutôt conservateurs, parce qu'on va dire que les instituts de sondage plutôt proches des démocrates vont avantager Obama, et un institut comme Rasmussen, qui n'est pas démocrate, eh bien, donne la victoire à Obama. Puis le deuxième élément très intéressant, c'est de regarder les chiffres État par État. Et lorsqu'on voit, par exemple, en Caroline du Nord, c'est-à-dire un État qui a été gagné par Bush en 2004, qui a été gagné par Bush en 2000, et lorsqu'on voit la Caroline du Nord, deux candidats au coude à coude, lorsqu'on voit dans l'Indiana, imaginez en 2004, c'est 21 points d'avance pour le candidat républicain. Aujourd'hui, dans l'Indiana, le candidat républicain n'a que 5 points d'avance. Donc ces fameux États qui sont en balance aujourd'hui du côté démocrate, mais des États qui n'étaient pas en balance, qui sont des États républicains, c'est-à-dire des États rouges sur la carte des États-Unis, eh bien deviennent jaune, c'est-à-dire en balance. Au mieux, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous venez d'écrire avec Thomas Negaroff l'unité réinventée, les présidents américains face à la nation chez Ellipse. Le voilà, le livre, vous le voyez, dans lequel en fait, vous essayez d'expliquer ce sentiment d'unité cher aux Américains, comment il a été exprimé et traduit par les différents présidents. On n'en a pas tellement entendu parler de l'unité finalement dans cette campagne depuis le début. Mais je dirais que c'est la face cachée un peu de la campagne. C'est-à-dire que ce qui a été très apparent, c'est le mot changement. Changement contre expérience. Donc c'était Clinton, Obama, maintenant McCain contre Obama, le changement et la nouveauté et l'expérience de l'autre côté. Mais finalement, en filigrane, le thème de l'unité était très important. D'abord parce que c'est le thème de la communication politique d'Obama depuis 2004. Vous vous rappelez, il se fait connaître à la Convention en 2004 sur un thème « Il n'y a pas d'Amérique rouge, il n'y a pas d'Amérique bleue ». C'est-à-dire progressiste ou conservatrice, il y a les États-Unis d'Amérique, il n'y a pas l'Amérique hispanique, l'Amérique noire, l'Amérique blanche, il y a les Américains. Eh bien, on retrouve ce thème, mot pour mot, ce discours, c'est un discours de Lyndon Johnson en 1965. Il ne faut pas le dire aux Américains parce que on va dire que Barack Obama a plagié Lyndon Johnson. Ça veut dire que c'est un vieux thème américain, le thème de l'unité du peuple, et on le voit bien aujourd'hui. John McCain, il sait qu'il peut gagner sur la division. Vous avez cité le mot qu'il a utilisé, le mot « je vais fouetter Obama ». Obama est noir pour beaucoup d'Américains, il est métis, mais il est perçu comme noir. Fouetter pour un homme de l'âge de John McCain, il sait que dans le champ lexical des années 50-60, c'est quelque chose qui rappelle le souvenir de la ségrégation raciale et des lynchages. Tout à fait. Alors il le fait à dessein parce qu'il sait que tout ce qui peut attiser au contraire la division, eh bien, est favorable, pense-t-il, à finalement au fait que les Américains puissent avoir un doute ce fameux 4 novembre en se disant est-ce qu'on va franchir le pas? Est-ce qu'un noir peut être vraiment incarner le visage de la nation? Et puis il y a quelque chose dont on ne parle pas en ce moment, mais les 14 points de sondage, ils s'expliquent pour une autre raison. On n'en parle pas parce que l'équipe d'Obama n'en parle pas, mais dans les 6 derniers jours, Obama dépense 21 millions de dollars. McCain, 7 millions. C'est-à-dire que ce qui a on a vu sur tous les écrans de télévision des spots en masse
pour Obama. Mais quand on regarde ces fameux spots publicitaires républicains en France, quand on regarde les démocrates, ce qu'on oublie de dire, c'est combien de fois les spots républicains passent aux États-Unis, combien de fois les spots démocrates. Et cette année, Barack Obama est à la tête d'une véritable fortune. Il vient, et ça a créé une petite polémique, d'acheter 30 minutes le 29 octobre prochain à 20h, vous voyez, 29 octobre, hein, quelques heures de l'élection, sur CBS, NBC, 1 million le spot, hein, $1 million le spot. Il est en train de négocier avec Fox et ABC. Évidemment, McCain ne peut pas faire la même chose. Il a de l'argent à dépenser, Barack Obama. On rappelle qu'en 1992, Ross Perot avait fait la même chose et devant les téléviseurs, 26 millions d'Américains, 26 millions de téléspectateurs à quelques jours de l'élection. Alors Ross Perot, c'était un petit candidat, mais quand il s'agit des deux gros candidats, cette différence financière ça peut effectivement faire la différence. Faire pencher la balance. Donnez-nous des nouvelles parce que on n'a pas vraiment entendu parler d'eux ou de moins en moins dans cette campagne. Des vice-présidents, Palin et Biden, ils se sont éteints, consumés, on allait dire, avec la campagne, où ils ont été mis de moins en moins en avant. On pensait que ça allait être un bon coup au départ. Il avait été présenté comme tel, notamment pour Sarah Palin. Et puis finalement, on s'est rendu compte du côté républicain, sans doute, que il est mieux pas trop l'exposer, la mettre en avant. C'est-à-dire que Sarah Palin, elle est passée de 20 points d'intention défavorable, c'est-à-dire d'Américains qui l'a jugé plutôt défavorablement il y a un mois, à 40 points aujourd'hui d'Américains qui jugent que Sarah Palin, ce n'est pas possible. Ouais, avec le Troopgate, le scandale qui n'a pas aidé non plus. Donc, c'est devenu aujourd'hui, Sarah Palin, disons-le, un boulet pour John McCain. Les deux boulets pour John McCain, c'est Sarah Palin d'une part, et cette semaine, George Bush, qui est, on le sait maintenant, il a 24% de popularité. C'est le score le plus bas depuis Nixon, juste avant le Watergate. Et il faut attendre, il faut remonter à Truman en 48 pour avoir des scores aussi bas. Donc avoir un entourage, un ancien président, un président encore en exercice, qui est aussi peu populaire, une colistière qui, elle aussi, est peu populaire. Elle est populaire chez les conservateurs, mais c'est ce qu'on se doutait notamment un peu de en Alaska. Notamment, elle est très populaire dans sa famille. On le voit d'ailleurs dans les reportages. On montre vraiment des gens qui lui ressemblent et qui disent elle est bien, la petite Sarah, mais en même temps, il faut aller convaincre qui aujourd'hui? Il faut aller convaincre les indécis, c'est les fameux électeurs centristes qui n'aiment pas le discours de Sarah Palin parce que c'est un discours trop extrémiste. C'est un discours, par exemple... C'est d'une violence. J'entendais Madonna parler d'elle, où elle la traite de putain, en plein concert. C'est des choses qu'on verrait jamais en Europe. Même pas en France. Oui, Madonna, elle y va bien quand même. Mais c'est vrai que Sarah Palin, elle a semé un petit peu ce discours de discorde et aujourd'hui, elle récolte un petit peu ça. Et c'est vrai que les médias, après une sorte de lune de miel qui a duré 15 jours, 3 semaines entre l'Amérique et Sarah Palin, eh bien là, aujourd'hui, Sarah Palin, on a plutôt tendance à essayer d'effacer un petit peu Sarah Palin, à la coacher de manière très, pour pas qu'elle fasse trop de gaffe. Quant à Joe Biden, mais il fait son travail. C'est-à-dire que on le voit rentrer tous les soirs. Mais c'est pas un moins. Non, et c'est peut-être un peu un plus quand même, parce que les Américains le voient rentrer chez lui tous les soirs. Hein. C'est quelqu'un qui prend ses affaires, qui revient dans son... Il est à l'heure, on va dire. Il est à l'heure, revient chez lui. Il reste pas à Washington. Vous savez, les Américains, ils aiment bien les gens qui reviennent chez eux. Hein. Il y a le discours anti-washingtonien, ils portent dans cette Amérique qui est une Amérique fédérale, où on est très jaloux de ses libertés locales. Eh bien, finalement, cet Américain aux cheveux blancs qu'on connaît depuis des décennies, c'est un des sénateurs les plus anciens, il a presque l'âge de John McCain, il fait un petit peu ce qu'on demande de lui, c'est-à-dire il complète un peu l'image de ce ticket qui est à la fois composé de quelqu'un de tout à fait qui incarne la nouveauté, et puis Joe Biden, lui, l'expérience. Un mot quand même sur Bill et Hillary, dont on entend évidemment moins parler. Il paraît que elle s'est fait une raison. Maintenant, elle sait qu'Obama a toutes les chances de gagner. Et bon, elle joue le jeu sans plus. Mais il paraît que lui, il l'a toujours pas avalé et qu'il est assez ronchon, on va dire. Vous savez, c'est vrai que Bill Clinton, c'était le candidat, c'était le président démocrate le plus populaire depuis John Kennedy. Donc là, il y a peut-être une sorte de petite jalousie en se disant, mais si Barack Obama l'emporte le 4 novembre, est-ce qu'il ne va pas me voler la vedette? Du côté d'Hillary Clinton, c'est vrai que ce
politiquement, si Barack Obama l'emportait le 4 novembre, ça en serait fini de ses chances d'être un jour président. Donc, ouais, sans doute que secrètement, elle espère que Barack Obama ne l'emporte pas, mais elle a fait campagne. Et notamment, une fois de plus, Sarah Palin, on voit vraiment que ce choix n'était pas pertinent, parce que finalement, Sarah Palin a incité Hillary Clinton à faire campagne, parce que le choix de Sarah Palin, c'était un petit peu de manière simpliste, je choisis une femme pour John McCain, puis je vais avoir peut-être les femmes déçues de la défaite d'Hillary Clinton. Sauf que les femmes déçues de la défaite d'Hillary Clinton, ce sont des femmes démocrates. Ce sont des femmes qui sont, par exemple, très attachées au droit à l'avortement. Et entendre un discours de pro-life comme le tient Sarah Palin, c'est quelque chose qui ne pouvait pas passer. Le seul point d'interrogation, on terminera par ça, c'est que, comme les observateurs le disent là-bas, il y a 1001 raisons de voter Obama, et une seule de ne pas le faire, c'est la question raciale, dont on a du mal dans les sondages à matérialiser cela, à voir quel effet ça va produire sur le résultat effectif. Tout à fait, c'est le fameux Bradley Effect, c'est-à-dire on se dit oui, peut-être que les Blancs américains disent quelque chose aux sondeurs et puis dans le secret de l'urne devant la machine, eh bien ils feront quelque chose d'autre. On ne sait pas, vous savez que dans les primaires, on a isolé un autre phénomène, l'Obama Effect, c'est-à-dire que dans les primaires, on a eu tendance à sous-estimer le vote blanc. Exemple, en Caroline du Sud, 10% seulement des Blancs avaient dit qu'ils voteraient Barack Obama et 28% des Blancs ont voté pour lui. C'est un phénomène très complexe, peut-être parce que beaucoup de Blancs se disent qu'en votant pour Barack Obama, qui tient un discours précisément d'unité, eh bien c'est peut-être une manière de tourner la page de cette Amérique divisée en noir et blanc. C'est pour ça que les sondages aux États-Unis sont prendre quand même avec beaucoup de mesures. Et c'est aussi pour ça que ce débat ce soir, le dernier, donc que vous suivrez en direct à partir de 2h30 du matin, avec nous, sera absolument intéressant. Voilà, il y a plusieurs envoyés spéciaux qui sont sur place pour Public Sénat, qui ont préparé des émissions, comme Jean-Pierre Elkabbach, qui prépare une bibliothèque Médicis spéciale États-Unis, et ils en profitent bien sûr pour interviewer beaucoup de personnes là-bas pour essayer de comprendre les États-Unis à travers ces élections. Et Jean-Pierre Elkabbach a rencontré Donald Zilka, que vous allez voir maintenant. C'est une interview avec un investisseur privé américain qui va expliquer le ressenti des Américains. On n'a pas eu le temps de parler de tout, mais de la crise, dans l'impact de la crise dans la campagne, et bien sûr de ce dernier débat entre Obama et McCain. Donald Zilka, merci d'être avec nous. Vous êtes homme d'affaires, entrepreneur, investisseur. Je crois que votre témoignage est précieux pour comprendre les drames que vit l'Amérique en ce moment. Est-ce que vous subissez aussi la crise? Merci Jean-Pierre. Oui, bien sûr, nous subissons tous cette crise. Une crise qui était très aiguë il y a une semaine, où en général tout le monde avait très peur. Et c'est une crise qui n'est pas encore résolue, mais on cherche des solutions. Est-ce que les Américains ont à un moment frôlé presque la panique? Je crois que vendredi dernier, nous étions proches, et toute la semaine dernière, nous étions bien proches de ça. C'est-à-dire que chaque jour, vous vous leviez en vous disant qu'est-ce qui va nous arriver, nous tomber dessus. Exactement. Et je crois que cette peur a été initiée il y a 2 semaines, il y a 2-3 semaines après le débâcle de Lehman Brothers, et le manque de réaction du Congrès. Et cela nous a mené à une situation très grave. Je pense que nous cherchons des solutions. Certains ont été proposés, Je pense que éventuellement on trouvera une résolution. Oui, mais je vais d'abord préciser ce que vous faites. Vous avez commencé vous-même chez JP Morgan. Vous m'avez dit que vous vous êtes occupé d'acquisition, de réhabilitation d'entreprises, de portefeuilles différents, et que vos sociétés qui étaient cotées en bourse et qui le sont encore ont subi le choc. Elles ont même plongé plusieurs fois. Absolument. Le marché a plongé quand même de 40%, et même dans certains secteurs qui sont en principe assez protégés, comme la santé, etc., nous avons vu des débâcles et des chutes impressionnantes. Et alors, comment tant d'experts, comme vous, par exemple, n'ont rien vu? Ça remonte à quand? D'abord aux 8 années de l'administration Bush? Non, je crois que de mettre tout sur les épaules de Bush on aurait tort de faire ça. Je pense que tout ça peut remonter à la déréglementation des banques sous le président Reagan.
et ensuite sous de l'agressivité par l'administration de Clinton à prêter de l'argent à des gens qui peut-être n'avaient pas les moyens pour réaliser cette rêve américaine que tout le monde devait posséder leur maison. Alors, c'est-à-dire que ça dure depuis 25 ans Depuis avec 25 des complicités collectives. Absolument. Est-ce que tous, vous avez fermé les yeux, vous l'avez pas voulu voir? Non, tout le monde le voyait, mais on voyait des bulles. On avait premièrement la bulle dans l'immobilier, suivie de la bulle dans la technologie, encore une autre bulle dans l'immobilier, et maintenant une crise financière, chose que nous n'avions pas vue depuis les années 1900. Alors, il y a eu le plan Paulson, dont on a beaucoup parlé, les 700 milliards, les élus ont traîné avant de le voter, etc. Puis George Bush et Paulson lui-même ont complété ce plan. Qu'est-ce qui vaut? Alors, premièrement, ça a injecté de la liquidité de 700 milliards de dollars dans le système, mais quand il n'y a pas de confiance entre les banques, c'est-à-dire quand les banques ne veulent pas prêter entre eux-mêmes, cette liquidité ne veut pas dire grand-chose. Il faut accepter du risque quand on prête. Et comme on dit dans la banque, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas eu de doute. Et l'Amérique libérale, l'Amérique capitaliste, comment elle réagit quand on voit que l'administration est en train de nationaliser, même provisoirement, des banques, mais nationaliser des banques? Je crois que la peur est à un tel niveau ces jours-ci que les gens accepteront ça. Non seulement ça, mais on doit voir pour combien de temps ça va durer. D'habitude, il y a toujours de la réglementation importante après une période de dérèglement qui était un peu... Oui, mais je veux dire, vous avez l'habitude des marchés, presque la culture des marchés sans intervention de l'État. C'est ça. Et là Oui, nous allons voir comment ça va être. Nous ne savons pas encore, parce que maintenant c'est un plan. Il n'y a pas de système ni d'organisation aux États-Unis pour réglementer ça, pour mettre en état les lois, etc. Donc vous pensez que l'application va être encore longue. Et est-ce que vous dites que la crise, bien sûr qu'elle n'est pas finie, mais qu'elle est au moins maîtrisée? Pour le moment, oui. Ça dépendra des actions. Du Treasury américain, du Trésor, de la Federal Reserve, c'est la banque centrale aux États-Unis. Et non seulement ça, mais c'est une crise internationale. C'est ça le problème. C'est une crise européenne et américaine. Américaine et européenne. Dans américaine, la chronologie. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a contagion. Maintenant, il y a un contagion. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé, Donald Zilka, des réactions des Européens? Par exemple, le comportement des Français, des Anglais, des Allemands? J'ai pensé qu'ils étaient plus rapides. J'ai pensé qu'ils ont tous agi assez rapidement, mais je pense qu'ils agissent indépendamment. C'est pas vraiment l'eurozone qui agit, c'est chaque pays qui agit, avec peut-être les mêmes outils. Mais avec une coordination. Une coordination, mais pas et peut-être un accord, mais pas vraiment les mêmes. Un accord sur les outils. Oui, mais les statuts des banques sont différents. Exactement. Chez vous et chez nous. Et oui. vous pensez que les Européens ont été plus rapides? Plus rapides, absolument. Et ça sert d'exemple ici? Vous avez vu un retour? Ils ont une philosophie et ils ont une culture qui permettait ça. Nous, comme vous aviez dit avant, nos banques n'ont jamais été nationalisées. Donc, en Europe, c'était quand même différent. L'État agit différemment là-bas. Et vous, Américains, vous trouvez que les Européens ont été bons dans la crise? Absolument. Absolument. Ils ont agi rapidement. Alors, Donald, comment vous voyez maintenant l'évolution, les prochaines étapes? J'ai envie de dire la politique et d'abord l'économie. Est-ce que vous craignez une longue récession? Je crains une longue récession. Et après le retour des économies des pays en voie de développement peuvent être assez rapides et assez brutales dans leur montée, que nous aurions peut-être à subir de l'inflation dans ce pays. Et donc ça pourrait agrandir la période de récession. Mais c'est vous qui avez dit, après moi d'ailleurs, mais vous l'avez dit, une longue récession, pas seulement une récession.
Alors, dans ce que vous faites, vos activités, vous comptez que ça durera jusqu'à... Je pense qu'on a 2 ans de ça. On a peut-être 9 mois, 6 à 9 mois de crise importante jusqu'à ce que les systèmes ont été mis en place, jusqu'à ce qu'on pourra voir et juger comment tout cela marchera. Mais je pense qu'on aura encore des échos de ça. Le peuple ici est prêt? Je pense que le peuple commence à être prêt. Ouais. Bien qu'il ne faille pas que ça se fasse sur le dos des Américains de la classe moyenne et que les grands y échappent. Qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui devrait ou qu'est-ce qui doit changer? Je pense que les gens riches auront plus à donner, auront plus à payer, parce qu'on a 2 méthodes. Il y a l'approche qui est monétaire et l'approche fiscale. On ne peut pas, dans des moments comme ça, mettre trop de pression du côté fiscal. Donc on aura une suite encore de cette injection de capital dans les bilans des banques pour essayer de stimuler les prêts, tout ça pour nous en sortir d'abord. Oui, vous pensez Je pense que tous les plans qui ont été mis sur la table en ce moment, qui demandent une intervention fiscale, seront mis à côté quand même pour une période d'1 an, 2 ans. Donald, la politique. Dans moins de 20 jours, vous allez avoir un nouveau président des États-Unis. Est-ce que les 2 candidats sont bien armés pour faire face à la crise qui va durer? Je ne sais pas si l'un ou l'autre est armé. Je pense qu'ils commencent à comprendre l'étendue de la situation. Je pense que du point de vue de popularité, Obama monte en ce moment et McCain baisse. Obama et McCain, sur quoi vous les jugerez? Est-ce que c'est sur leur capacité à faire face à l'imprévu, à la manière de s'entourer, ou à une politique économique dont on ne voit pas qu'elle apparaît dans leur programme? Exactement. Donc c'est pourquoi ce débat sera très important, parce que comment ils réagiront à des questions qui seront très directes. Et jusqu'à maintenant, nous avons rien pu voir. On a des idées, on a des concepts, il y a beaucoup de philosophie, mais la réalité n'est pas encore dans les paroles. Vous pensez qu'il y a une solidarité entre les Américains et les Européens, qu'elle doit se manifester davantage? Je crois qu'elle doit se manifester davantage. Je pense que M. Sarkozy a dit ça hier, qu'il fallait quand même un forum entre l'Amérique et les pays de l'Europe. Pour essayer à venir à une solution internationale. Mais est-ce que quelque chose doit bouger alors que vous avez toujours Bush? Comment vous m'avez dit qu'on le traitait, il y a une formule américaine? C'est ce qu'on appelle un lame duck president, parce qu'il ne peut pas vraiment prendre de décision. Un canard qui bat de l'aile. Ah oui. Et donc on attend le successeur qu'il devra agir vite. Pour vous, pour ceux qui sont autour de vous, vous avez encore des craintes? Énormément. Merci Donald. L'Amérique restera sans doute ce qu'elle est, c'est-à-dire elle restera l'Amérique, mais elle ne pourra pas continuer telle qu'elle est, non? C'est absolument vrai. Quand même, c'est un grand pays avec énormément d'actifs, avec énormément d'affaires dans l'international aussi. Donc, il y aura un rétablissement d'un pouvoir américain économique, mais différente. Merci Donald. Merci Jean-Pierre. Voilà, c'est la fin de Bouge la France. Dans quelques instants, vous allez retrouver Gilles Leclerc pour Il y a de l'écho. C'est la première de la saison. Et quant à moi, eh bien, c'est cette nuit de 2h30 à quasiment 5h30 du matin pour le dernier fight entre Barack Obama et John McCain. Ce sera en direct avec bien sûr beaucoup d'invités, beaucoup de correspondants sur place qui nous donneront les échos et le ressenti du côté des États-Unis. C'est Philippe de Sony qui réalisait cette émission. Pierre-Henri Gergonne était le rédacteur en chef comme tous les soirs. Oriane Mancini, Xavier Lalu et Hugo Nathan l'ont préparé. À cette nuit donc, 2h30 en direct. Au revoir. Public Sénat, la chaîne du direct intégral. Avant la grande nuit américaine du 4 novembre, suivez en direct et en traduction simultanée les 3 débats entre John McCain et Barack Obama,
ainsi que le débat des 2 candidats à la vice-présidence. Le direct intégral en traduction simultanée, c'est la nuit sur Public Sénat et c'est le lendemain matin en rediffusion. Bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dévouée, dédiée, consacrée au 9e art. Ça se discute, la bande dessinée. Ça se discute longuement. Je vis avec mes personnages. Moi, je les dessine de tête. Il lui arrive des choses incroyables, c'est Wonder Woman, Miss Andy. C'était une envie depuis longtemps de faire une sorte de super-héroïne. Le coureur à pied fait quelques foulées, le tennisman envoie quelques balles. Tout ça est passionnant. Moi, je rôde mon cerveau, donc je bouquine ce que j'ai écrit la veille. Un micro. Merci, c'est gentil. Un badge. Et ça travaille ici, hein. Donc je suis sur les dernières pages, c'est un peu l'effervescence au niveau des croquis. J'ai ici un truc qui est en préparation. Oh, ce que je m'amuse quand je fais ça. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir tous les jours. C'est vraiment un découpage complètement cinématographique. Un vrai régal pour ceux qui aiment la bande dessinée. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Public Sénat, c'est Y'a de l'écho, votre rendez-vous économique avec notre partenaire Les Échos. Bonsoir Cécile. Une émission qui porte évidemment bien son nom en pleine crise ou peut-être sortie de crise avec un point d'interrogation. Voit-on en tout cas aujourd'hui le grand retour du politique, le retour de l'État dans l'économie française ou dans l'économie mondiale? C'est la question en tout cas que nous allons traiter aujourd'hui avec nos invités. Je les remercie d'être présents. Gérard Longuet, sénateur UMP de la Meuse, ancien ministre. Pierre-Alain Muet, vous êtes député socialiste du Rhône, spécialiste des questions économiques. Mais tout de suite, nous reprenons nos bonnes habitudes avec le résumé économique marqué évidemment par cette crise et les réponses à cette crise avec Saveria Roget. 320 milliards d'euros pour garantir les prêts interbancaires, 40 milliards pour recapitaliser les banques en difficulté. L'État sort les gros moyens pour désamorcer la crise. Mais attention, pas de chèque en blanc, ces crédits seront payants et soumis à contrepartie. Selon Nicolas Sarkozy, cet engagement pourtant exceptionnel ne coûtera rien aux contribuables. Les marchés respirent après l'annonce des plans européens de soutien aux banques. Lundi, Francfort, Paris, Londres, mais aussi New York ont connu une journée historique. Une tendance qui semble se poursuivre alors qu'aux États-Unis, l'État fédéral entre au capital d'une dizaine de banques. Au total, Washington va investir 250 milliards de dollars dans le système financier. Et puis, conséquence première de la mauvaise conjoncture, 46 000 demandeurs d'emploi en plus. C'est ce que prévoit l'UNEDIC pour l'année 2008. Le régime de l'assurance chômage table également sur un creusement de son déficit cumulé à plus de 5 milliards d'euros. Alors qu'une polémique enfle autour des prix du gazole à la pompe, une voiture est la vedette cette année du mondial de l'auto, les voitures vertes. Après le bonus-malus écologique, Nicolas Sarkozy a annoncé un financement spécifique pour ces véhicules non polluants, 400 millions d'euros. Résultat, tous les constructeurs s'y sont mis comme Renault et sa Logan Eco 2. Alors retour à notre dossier du jour, le retour du politique, le retour des États dans cette crise financière. Cécile Cornudet, honnêtement, est-ce que sans les États, est-ce que sans les politiques, cette crise aurait pu se résoudre ou pas? Difficile de répondre, j'imagine. Sans doute que l'État, le retour de l'État, c'était le prix à payer pour le retour de la confiance. Parce qu'il y a eu des tentatives pour faire sans. Il y a eu 2 tentatives notamment. Le fait que les États-Unis décident le 13 septembre de laisser tomber Lehman Brothers pour faire exemple, comme ils disent, eh bien ça a provoqué la panique entre les banques, bien au-delà des États-Unis qu'on a connu. La deuxième tentative, c'est ce refus d'Angela Merkel dans un premier temps d'agréer un fonds d'intervention européenne, une sorte de plan Paulson à l'européenne. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Pendant une semaine, une chute historique des marchés boursiers. Est-ce que les États tout seuls auraient pu y arriver ou c'était là aussi mission impossible?
Vous avez raison, c'est sans doute une des nouveautés, une des surprises de cette crise. C'est parce qu'ils ont avancé concertés que les États ont réussi, du moins jusqu'à présent, à essayer d'enrayer cette spirale. C'était la conviction forte de Nicolas Sarkozy et il se trouve, opportunité, qu'il était président de l'Union européenne à ce moment-là. Alors maintenant, il faut voir, est-ce que ça ouvre une nouvelle page? Est-ce que l'Europe, du coup, va en profiter pour accélérer sa construction politique? Est-ce que les États du monde vont arriver à réguler ensemble les mouvements de capitaux? C'est la page qui va peut-être s'écrire, mais en tout cas, Nicolas Sarkozy a l'air décidé de ne pas en rester là. Très bien, justement, on va rebondir un peu avec tout ça. Gérard Longuet, j'ai envie de vous demander un peu naïvement, au fond, si les politiques n'étaient pas intervenus, en tout cas d'une façon aussi forte, très, très ferme, qu'est-ce qui se serait passé? Le monde financier se serait vraiment écroulé ou pas? Sans doute. Si on avait fait un scénario comme ça, les politiques n'interviennent pas. Sans doute, et cela aurait été très injuste parce que la crise a une dimension politique à l'origine. C'est quand même une politique américaine du dollar, de grande liquidité, de taux d'intérêt bas, d'acceptation du déficit extérieur qui a créé cette énorme masse de liquidité dont on voit bien qu'elle a déstabilisé les systèmes financiers. Il y a un autre aspect politique que l'on oublie, c'est l'attitude de la Chine qui a de considérables excédents, mais en grande partie parce que la Chine prive ses consommateurs de la capacité de consommer. La Chine a un excédent, mais le consommateur chinois ne profite pas de ces excédents, il ne peut pas consommer. Et donc nous avons un système mondial qui, pour des raisons politiques, est très largement déséquilibré. Ce qui est intéressant dans cette histoire, et je terminerai sur ce premier balayage, c'est que, contrairement aux habitudes, l'Europe, qui est à 27, a une réaction politique unie, elle a mis le temps. Quelques jours, mais elle a mis le temps. Mais en quelques jours, elle a une réaction unique, et on a l'impression que les États-Unis, peut-être parce que c'est la campagne présidentielle, n'a pas trouvé sa tonalité pour l'avenir immédiat. Malgré le plan Paulson. Même question, Pierre-Alain, mais en imaginant qu'au fond les politiques ne se soient pas mêlés de tout ça, je ne sais pas du tout si c'est imaginable, mais qu'est-ce qui se serait passé? Que tout le monde s'est retourné vers les États quand la crise s'est développée. Donc effectivement, sans l'intervention des États, je pense que l'effondrement aurait pu se produire comme il s'est produit en 1929. Les banques étaient demandeuses elles-mêmes. Les banques étaient demandeuses, ce qui était intéressant, paradoxal, qui était au bord de la faillite. Ce qui était paradoxal dans cette crise, c'est que tous ceux qui plaidaient pour la dérégulation des marchés n'ont pas hésité à se retourner vers l'État quand il s'est agi d'empêcher cet écroulement. Je crois qu'il faut remonter un petit peu en arrière, parce que au fond, cette crise, c'est celle d'un capitalisme financier qui s'est mondialisé sans règles et en s'échappant en quelque sorte des régulations nationales. C'est vrai que certains, il y a une thèse qui court un peu en disant que quelquefois il y a peut-être eu trop de régulation, donc certains établissements financiers ont développé ce qu'on appelle un peu... Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. L'exemple français le montre. La France a une bonne régulation bancaire qui est faite par la Banque de France. On en parlera tout à l'heure, parce que l'Europe a aussi besoin de ceci. Et on voit que ça nous a aidé à résister assez bien, du moins le système bancaire, à cette crise. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons depuis 25 ans, depuis les révolutions conservatrices, depuis les années Reagan-Thatcher, une dérégulation qui s'est développée dans le monde entier et qui a produit ce système dans lequel une crise qui aurait pu rester localisée, crise financière des crédits hypothécaires américains, ça aurait pu rester américain. Mais comme il s'est produit des tas de produits financiers qui ont été éparpillés sur tous les marchés, avec ce qu'on appelle par exemple la titrisation, qui est absurde, qui consiste à prendre des crédits qui sont accordés par une institution, souvent non régulée d'ailleurs, donc pas forcément une institution bancaire, à les mettre dans des petits paquets, à les revendre sur les marchés financiers, à les éparpiller dans le monde entier. Une crise qui était localisée s'est trouvée généralisée au monde entier. Et il a fallu effectivement une intervention concertée. Et moi, ce que je n'hésite pas à saluer, c'est effectivement la bonne façon dont ce week-end, l'Europe a abordé les choses. J'ai suffisamment plaidé dans le passé pour une coordination des politiques économiques européennes. Je trouvais que la première semaine avait été un cafouillage où le manque de coordination avait laissé beaucoup d'inquiétudes sur les marchés. Une réponse concertée bien faite en 2 temps avec l'Europe qui définit en quelque sorte la façon dont on doit répondre et ensuite des États qui le lendemain le mettent en application, je pense que ça a
arrêter en tout cas en partie cet effondrement qu'on observait et que les banques centrales elles-mêmes n'arrivaient pas à résoudre puisque la baisse des taux d'intérêt concertés des banques centrales n'a pas suffi. Or, c'était aussi une première. Gérald Leclerc, est-ce que vous avez l'impression qu'on assiste en fait à un véritable changement ? C'est-à-dire qu'il y aura un après, comme le soulignait d'ailleurs François Fillon ce matin, ce retour du politique, hein, on caricature un tout petit peu. Est-ce que c'est conjoncturel parce qu'il fallait éteindre l'incendie ou est-ce que c'est visiblement, ça va être un changement ? Si on regarde un peu le moyen et le long terme. Le vrai changement, c'est qu'il y a une autorité politique européenne face à la volonté politique des États-Unis. Je reviens sur cette évidence. Depuis 2001, depuis le 11 septembre 2001, nous avons une politique monétaire américaine très volontariste qui repose sur de l'argent bon marché et sur des liquidités abondantes. Alors ensuite, que le système financier, je suis tout à fait d'accord, et notamment le système financier anglo-saxon, ait tiré toutes les opportunités et toutes les imaginations pour concevoir des produits dont certains sont délirants, je ne le conteste nullement. La responsabilité est d'abord politique pour vous. Mais il y a une responsabilité politique dans la largesse monétaire des États-Unis et dans l'acceptation par la Chine de ce déficit. Mais si les États-Unis apparaissent à peu près... L'acceptation par la Chine de ce déficit. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que sous la présidence française, et on peut avoir une certaine fierté, Nicolas Sarkozy, qui ne prétend pas au prix Nobel de l'économie, mais qui prétend trouver des solutions politiques, a mobilisé les partenaires, le G4 d'abord, et c'était insuffisant, et ensuite l'Eurogroupe, avec Juncker, avec Barroso, avec vraiment la construction européenne, pour apporter une réponse européenne. Et pour la première fois, nous avons eu une réponse européenne qui est un compromis entre, en effet, le point de vue de Gordon Brown, celui de Mme Merkel, et la position française qui était intermédiaire. Donc c'est bien la volonté politique à un problème politique. Alors maintenant, que les marchés aient besoin de régulation, c'est une évidence. Regardez l'automobile. Personne ne conteste que l'automobile soit un marché libre. Pourtant, on ne peut pas mettre un véhicule sur un marché sans un crash test. Eh bien, les produits financiers, c'est la même chose. Or, les crash tests pour les produits financiers n'existaient pas. Pierre-Alain Muet, sur la gestion de la crise, notamment par Nicolas Sarkozy, comment vous réagissez ? Hier, les députés, vous êtes député socialiste, vous vous êtes abstenu. Mais est-ce que ça signifie qu'au fond, pour vous, Nicolas Sarkozy a bien géré politiquement la crise avec peut-être les bons outils, mais qu'il y avait d'autres questions derrière? Comment vous pouvez réexpliquer, même si on en a parlé un peu hier? Que nous avons exprimé notre abstention, qui est une abstention positive. Ça surtout n'était que pas vous une avez voté critique. pour, en revanche, en commission des finances. Ça n'était pas une critique. Je suis membre de la commission des finances. Vous avez voté pour en commission? Oui, en commission des finances. Non, mais attendez. Pour l'article 6, et nous sommes abstenus sur l'ensemble avec la même explication que celle qu'a donnée le Parti socialiste, c'est-à-dire bien sûr il fallait une réaction, et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai suffisamment plaidé pour une coordination des politiques européennes pour l'apprécier quand elle se met en œuvre. J'ai suffisamment critiqué le président Sarkozy quand il a commencé la semaine dernière à lancer des projets sans consultation et se retrouver, par exemple, cette histoire de fonds de 300 milliards d'euros qui aurait pu avoir un sens dans un État fédéral, mais qui ne correspondait pas à la réalité de l'Europe. Ce n'est pas une façon de résoudre le problème. Et même d'une certaine façon, le G4 n'était pas non plus la bonne méthode. La bonne méthode, c'était effectivement l'Eurogroupe. J'en profite pour dire que certains peuvent remercier aujourd'hui ceux qui, dans le passé, ont su créer l'union monétaire. Je pense à Jacques Delors, je pense à François Mitterrand, je l'ai dit à M. Fillon, parce que Valéry Giscard d'Estaing. Mais Valéry Giscard d'Estaing aussi, parce que c'est vrai que si nous n'étions pas en union monétaire, nous aurions connu depuis longtemps, la France, une crise de change formidable. Quand on pense qu'on a 50 milliards d'euros de déficit et que depuis 2003, notre déficit extérieur, il n'a cessé de se creuser. Il y a longtemps qu'on aurait été dans une crise de change. Donc l'union monétaire nous a protégés, mais il manquait à côté de l'union monétaire un rôle actif, effectif des États. Et là, c'est vrai qu'ils l'ont bien joué. Alors pourquoi l'abstention? Parce que moi, j'aurai l'occasion de le dire dans ce débat, je dis que c'est bien d'avoir essayé d'éteindre l'incendie financier. Espérons que le plus gros de la crise est derrière nous, mais c'est pas forcément gagné. Mais en tout cas, on a arrêté un processus qui était extrêmement dangereux. Mais en même temps, on a besoin de faire face à une récession qui est là en France bien avant la crise financière, puisque je rappelle que le produit intérieur brut baisse depuis le deuxième trimestre, depuis le mois de mars, et que la consommation des ménages baisse depuis le début de l'année. Et que ceci n'a rien à voir avec la crise financière, c'est simplement le fait qu'en France, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat baisse. Mais vous auriez eu dans le budget l'occasion de le dire. Le problème de l'abstention, c'est un peu comme le vote blanc, c'est pas très lisible.
pour l'opinion. Bon, vous savez, c'est jamais facile d'expliquer des choses compliquées à l'opinion, donc je profite de cette émission pour le dire. Oui, les mesures qui ont été prises par l'ensemble des pays européens, c'est une bonne chose, il fallait le faire, et la façon même dont ça a été fait est bonne. C'est-à-dire qu'elle est parfaitement conforme à l'Europe. On définit les grandes lignes à l'échelle européenne et on laisse les États faire parce que c'est des budgets nationaux. Mais à côté de ça, il faut une politique qui traite le vrai sujet, qui est le fait que la France est en récession. Il y a bien d'autres sujets à traiter, on en parlera. Mais il faut cette politique économique. On ne peut pas seulement éteindre l'incendie financier et d'une part ne mettre aucune régulation, j'espère qu'on va en parler, parce que nous avons des propositions sur la régulation mondiale, et ne pas mettre de politique nationale pour faire face à la récession. Alors, à ce point de vue, je voudrais qu'on écoute François Fillon, qui était ce matin sur RTL. Il dit, lui, il y avait un avant, il y aura un après à cette crise. Pour lui, on a changé un peu d'époque. On l'écoute. J'ai jamais pensé que on pouvait dire que la crise financière était derrière nous. C'est une crise qui est tellement profonde, qui couve depuis plus d'1 an, qui a pris une tournure exceptionnelle depuis que les marchés ont compris qu'une grande banque pouvait faire faillite. Je pense que ce qui a été fait par les Européens est absolument déterminant, que il y aura un avant et un après 12 octobre. Il faut maintenant que les Américains embrayent sur un plan de la même ambition, c'est semble-t-il ce que le président Bush a décidé, et puis il faut très vite que puisse avoir lieu cette coordination mondiale que le président de la République française a été le premier à appeler de ses vœux, et qui doit marquer de mon point de vue la sortie de la crise. Ça n'est que lorsque l'ensemble des grandes économies se seront mis autour de la table pour discuter de la refondation du système financier que la stabilisation de ce système pourra avoir lieu. Gérard Longuet, si on comprend bien François Fillon, c'est à nouveau les États, donc les politiques, qui doivent continuer. Là, ils ont peut-être colmaté les brèches, mais la nouvelle régulation que tout le monde appelle de ses voeux, elle doit se faire par les politiques. C'est votre sentiment? En tous les cas, c'est en effet au Parlement de voter des lois. Et nous avons à fixer des règles du jeu. Les fixer au niveau européen, au minimum. Les fixer au niveau transatlantique, certainement. Je l'ai dit, c'est pas si facile. Je tiens à vous rappeler, par exemple, que l'une des normes les plus critiquées actuellement comptables, qui a été adoptée par l'IFRS, qui est la valeur de marché instantanée, a été décidée dans le cadre d'une régulation pour combattre le naufrage d'Enron il y a 8 ans. Et c'est aujourd'hui cette mesure qui se retourne. Et ma conviction personnelle, c'est que nous avons besoin certainement d'une régulation. Nous avons besoin de faire évoluer cette régulation. Nous avons surtout besoin d'une culture économique pour tous nos compatriotes européens. Par exemple, savoir que l'on ne peut pas indéfiniment prétendre que des fonds propres rapportent beaucoup plus que la croissance. Cela n'est pas vrai. Lorsque l'on raconte des histoires avec des TRI de 20%, on se moque du monde. TRI, pardon. Taux de retour sur investissement. Taux de retour sur investissement de 20%. On se moque du monde. Cela n'est pas vrai durablement. Il peut y avoir une poche, il peut y avoir une exception. Ce n'est pas vrai durablement. Or, nous sommes dans un système économique qui a perdu ses repères éthiques. Mais l'opinion et ses repères le de sent société. bien, ça. C'est pas le problème, c'est pas les Français. Oui, ils ont une sorte de bon sens. Je veux dire, les banquiers ont quand même vendu des produits qui n'étaient pas raisonnables. Ils ont sorti des rendements sur des activités qui n'étaient pas les leurs, qui étaient des activités de marché tout à fait marginales, et qui leur ont permis de maintenir leurs résultats, de maintenir leurs cours, et sans doute d'échapper à des OPA. Mais c'est un système qui est profondément malsain, et la régulation est importante, l'éducation économique l'est plus encore. Donc vous avez un rôle fantastique à faire. La nouvelle régulation, les nouvelles règles du jeu, j'imagine que vous êtes évidemment pour. Qui doit les construire, qui doit les bâtir, et comment on doit s'y prendre à partir de maintenant? International, c'est compliqué. Ouais. Mais c'est vrai, je partage ce que dit François Fillon. Il y a un avant et un après. Moi, je pense qu'on a commencé à se rendre compte qu'une mondialisation sans aucune régulation, la dérégulation de tous les marchés, ça peut conduire à la catastrophe. Le marché, il peut être efficace, bien sûr, mais à condition d'être encadré par des règles et à condition que l'État, que les différents régulateurs, c'est pas seulement forcément l'État, ça peut être la négociation sociale, ça peut être des tas de régulateurs, mais qu'il y ait des mécanismes de régulation. En tout cas, je pense que on voit bien ce qui s'est passé. Je partage aussi ce que dit Gérard Longuet. Dans une phase, non mais sur l'analyse, c'est vrai que
pour tout le monde. Sur l'analyse, c'est vrai que ce qui caractérise, mais depuis toujours les crises, parce qu'il y en a tous les 10 ans des crises financières, c'est que les spéculateurs attendent des rendements qui ne correspondent pas à l'économie réelle. Et pourquoi? Parce qu'ils s'endettent pour spéculer sur un actif qui monte. Et quand ils se retirent, eh bien tout s'effondre. Simplement, ce qui s'est passé ici, ça c'est une crise traditionnelle qui aurait pu rester américaine. Mais ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y a eu une mondialisation de la finance. Il y a eu des produits qui ont fait en sorte que celui qui accordait des crédits n'en portait pas la responsabilité. C'est ça le vrai problème. C'est là où on a besoin de mettre une régulation. Moi, je dis, il faut que le banquier joue son rôle. Les banques ont un rôle important à jouer, qui est de prêter des crédits de faire des crédits à des particuliers, à des entreprises, en portant la responsabilité de ce crédit. Quand vous pouvez vous défausser de cette responsabilité, en mettant des titres dont personne ne sait ce qu'il y a dedans. Et ça, le politique peut l'imposer aux banques aujourd'hui? Il faut... Écoutez, France, on est dans une situation complètement paradoxale. Les politiques viennent de se substituer aux banques centrales pour résoudre une crise de liquidité. C'est-à-dire le fait que des banques entre elles ne se prêtent plus. Ça, la crise de liquidité, c'est normalement du domaine bancaire. Donc, il n'y a pas un risque de retour à une sorte de contrôle du crédit Non, mais il faut quand même s'interroger parce que je rappelle que la crise de 29, on en est sorti parce que Roosevelt a dit on ne peut plus continuer avec des banques qui font de la spéculation et qui portent des dépôts. Il a séparé les deux. Ce qui était une erreur sur long terme. Je pense pas. Moi, c'est un débat encore. Nous avons des banques universelles. Mais je dis que Roosevelt a dit les banques de dépôt, elles ont une sorte de mission de service public. On doit les réguler, on doit les sauver quand elles sont en difficulté. Les banques d'investissement, elles prennent des risques, elles s'endettent, elles spéculent et quand elles ratent, eh bien, elles font faillite. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la mondialisation qui s'est développée, il n'y a plus cette séparation, même si on la faisait. Oui, on ne peut plus l'avoir à cause de la titrisation, à cause des couvertures. Non, sur la mondialisation, je voudrais simplement dire une chose, c'est qu'il y a une unité de l'information dans le monde entier. Et vous en êtes, vous, la démonstration absolue. Je veux dire, sur Internet, on lit en continu toutes les informations économiques qui concernent le monde entier. Il est donc vain de penser que les États-nations puissent sanctuariser leur pays. La différence, simplement, c'est que les États-nations les plus grands, je pense aux États-Unis, je pense à la Chine, et d'une certaine façon à l'Europe, mais l'Europe n'est pas tout à fait un État-nation, ont la faculté de tordre un peu les règles à leur profit à un moment donné. Mais vous n'empêcherez pas la mondialisation. Et ce qui me préoccupe dans la régulation, vous l'avez dit très justement, il y a les pouvoirs politiques, vous avez les comptables, vous avez le point de vue des banques, vous avez le point de vue des marchés financiers, et ces points de vue peuvent être en opposition. Je peux vous dire que les commissaires aux comptes ne regardent pas du tout les valeurs comptables comme un banquier d'affaires qui dit « mais cher monsieur, ma valeur dans mon bilan, elle est basse, mais dans 2 ans, forcément, elle remontera », ce qui est sans doute vrai. Bon. Et donc, qui a raison? C'est la raison pour laquelle je pense profondément que l'éducation économique et la transparence économique sont peut-être plus importants que de fixer les règles. Parce que ce que vous dites sur la titrisation, il y a de la bonne et de la mauvaise titrisation, comme toujours. Lorsque, par exemple, sur le viaduc de Millau, il a été titrisé. C'est-à-dire que le constructeur a dit, ben voilà, moi j'ai un viaduc, il rapporte tant d'argent chaque année, j'ai une concession pour 50 ans, je crois que c'est 50 ans, je fais des titres, c'est gagnant. Bon, maintenant, si dans le titre, vous mettez tout et n'importe quoi, des carottes, des choux-fleurs, et puis des limaces un peu pourries, bah, évidemment, ça n'a pas le même goût. Mais c'est la transparence, c'est l'information du client qui compte. Et là, de ce point de vue, je pense que les banques ont un petit défaut culturel. C'est qu'elles préfèrent en général avoir tort ensemble que d'avoir raison toutes seules. Sur ce retour de l'État, vous dites attention, vous êtes quand même vous êtes le président du club des réformateurs qui sont les libéraux de l'UMP. Quel peut être le discours des libéraux dans cette période? Est-ce que c'est oui au retour de l'État, mais jusqu'à un certain... Que le politique, que la loi soit un régulateur n'a jamais choqué les libéraux. Simplement, la loi ne peut pas enfermer la réalité. Elle doit tenir compte de la réalité, et je prends cet exemple d'Internet, vous basculez des informations dans le monde entier 24 heures sur 24, en dehors de toute considération de fuseau horaire. Vous ne pouvez pas ne pas en tenir compte. Vous ne pouvez pas ne pas tenir compte du fait qu'un investissement est plus rentable à tel endroit, et que les capitaux, y compris ceux de la Préfonds, je prends l'exemple de la Préfonds, le fonds de retraite des fonctionnaires, je suis bien persuadé qu'ils font comme tout le monde. Ils achètent des valeurs dans le monde entier, et ils ont beau être gérés par des syndicalistes. Donc la mondialisation est un fait.
la bonne Vous avez réponse. Peur que, du coup, Non, moi ça me fait pas peur du tout. Ça me fait pas peur s'il y a une véritable information et si les pouvoirs publics en particulier ou si les professions disent à chaque moment attention, là c'est dangereux. Or, l'une des défaillances, permettez-moi, du système économique mondial actuel, ce sont les agences de notation. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 3 principales. Je ne suis pas sûr qu'elles soient en situation de concurrence et elles sont payées par ceux qui émettent du papier. C'est pas une affaire facile. C'est pour ça qu'information, transparence, éducation accompagnent la régulation, parce que la régulation, je vais vous dire, ils sont tellement malins, ils inventent des produits tous les jours, qu'à tout moment, il y a un risque de dépassement et de doublement. C'était déjà vrai. C'est vrai avant. Dans l'histoire. Oui, tout à fait. Avant la crise de 29, il y avait aussi une imagination financière, alors pas aussi débridée qu'actuellement. Elle était réduite aux marchés nationaux, ça simplifiait. Le président Roosevelt a su changer les choses profondément. Tous les pays européens ont suivi. Nous avons été pendant longtemps en France une économie. Il n'a sauvé que les États-Unis. Non, mais je dis que tous les pays européens ont mis des régulations. Nous avions un système de Bretton Woods qui était d'échange fixe et des mouvements de capitaux totalement contrôlés. Alors, je ne dis pas qu'il faut retourner à cette situation, mais on voit bien qu'il faut qu'on mette de la régulation. Il faut interdire certains produits. Ce que vous disiez sur les titres, le fait que dans un titre qui prend des crédits de bonne valeur et qui les mélange avec des crédits toxiques, comme on dit aujourd'hui, pour pas utiliser une autre expression, c'est aberrant. Le fait que des agences de notation privées dont les gens qui sont payés par celui qui se fait noter, c'est aberrant. Et qui en plus font souvent du conseil. Donc on a bien besoin de mettre des régulations et on a besoin de le mettre à l'échelle internationale. Et ce qui s'est produit là en Europe, le fait que les pays européens se mettent autour de la table pour dire comment on va réagir ensemble. Et finalement, j'espère qu'au sommet européen, ça va se généraliser. Et d'une certaine façon, d'abord c'est parti du Royaume-Uni, c'est Gordon Brown qui avait commencé à réfléchir à ces propositions. Ça peut se généraliser et il faut effectivement, on ne peut pas se contenter d'éteindre l'incendie. Il faut qu'on remette une vraie régulation mondiale. Il faut que le monde revienne avec des règles saines. Il faut se poser la question des paradis fiscaux, de ces trous noirs de la finance qui sont toujours les endroits où les crises émergent. Les dernières crises, cette crise-là, mais la crise précédente, la crise financière de 98 ou même celle de 2001, c'est des institutions non régulées, qui spéculaient, qui accordaient des crédits et qui se sont retrouvés en défaut. Donc il y a besoin d'étendre la régulation bancaire à l'ensemble des... Il y a des principes de gestion, si vous voulez. On a le droit d'aller au casino, on a le droit d'aller au champ de course, ce sont des moments merveilleux, mais on ne le fait pas avec l'argent du ménage. Si vous voulez, on le fait avec l'argent qu'on a en plus. C'est tout. C'est un principe simple qui n'a pas été expliqué. Longuet, ça plaide pour ce que je disais, c'est-à-dire revenir à une séparation, même si je sais qu'elle n'est pas facile, des banques de dépôt et des banques d'investissement. D'ailleurs, je n'étais pas le seul. L'imbrication aussi de toutes les banques entre alors, elles qui la a fait ce côté domino. On peut séparer les banques, mais aujourd'hui, vous avez des marchés financiers qui font qu'avec les couvertures, le crédit qu'accorde ou le risque que prend une banque d'investissement se reporte souvent sur les banques de dépôt. Donc, mais vous dites quelque chose en fait de très important, c'est qu'en France nous avons la confusion dans la même banque de l'investissement et du dépôt parce que nous n'avons pas de fonds d'investissement épargne retraite, ce qui est finalement peut-être une bonne chose ou une mauvaise chose. Les États-Unis avaient séparé les 3 métiers. Vous avez à la fois les banques de dépôt, vous avez les fonds de retraite et puis vous avez des professionnels qui trouvent des opportunités et qui disent aux fonds de retraite mettez de l'argent chez nous. Et là, il y a un des problèmes du capitalisme auquel je ne suis pas capable d'apporter une réponse, mais je le pose. Les actionnaires ne dirigent plus les entreprises dans lesquelles ils mettent de l'argent. Et ça, c'est un vrai problème, parce que si l'entreprise est dirigée par ceux qui ne prennent pas de risques personnels, c'est plus du capitalisme. Mais on a un double problème. On a celui que vous indiquez, effectivement, qui suppose qu'on mette un peu plus de régulation dans le mode même de fonctionnement des entreprises. Et puis, on a aussi cette situation qui fait que celui qui accorde le crédit initial ne supporte pas le risque. Or, le rôle de quelqu'un qui accorde un crédit, c'est de le suivre. Mais vous avez tout à fait raison. Dans les LBO, il y a les LBO très importants. Aujourd'hui, certains d'entre eux ne sont pas finançables et ceux qui se sont endettés ne pourront pas payer leurs dettes. Mais que s'est-il passé? C'est que les gens qui montent le LBO, que ce soit des avocats d'affaires ou des banquiers en FUSAC, fusion-acquisition, ils touchent leur bonus au moment de l'affaire. Et puis après, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant mieux. Ils s'en fichent complètement. Or, il y a un problème de suivi dans le temps et de responsabilité financière personnelle. Et c'est là où le capitalisme actuellement souffre un peu, c'est que ceux qui prennent des décisions ne sont pas ceux qui les subissent en cas de retournement. Autre exemple, quand l'État, enfin en l'occurrence l'État français, mais c'est valable évidemment pour d'autres États, prend des participations dans des établissements bancaires qui étaient plus que fragiles. François Fillon et Nicolas Sarkozy ont bien dit que le jour où les choses s'arrangeraient,
l'État devrait se désengager. Est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, moi, bien avant que cette mesure soit prise, comme Dominique Strauss-Kahn il y a quelques années, avant qu'il soit au FMI, je disais que face à une crise bancaire, il ne faut pas hésiter à faire des nationalisations temporaires. D'accord. Alors, ce qu'a fait la Suède. Bon, maintenant, la question de savoir si l'État... Et quel doit être le rôle de l'État? Moi, je pense que l'État garde une partie minoritaire dans des institutions de crédit, ça me paraît une bonne chose, à condition que l'État fasse bien son rôle, qui est de contrôler, parce que ça suppose que l'État soit efficace. Est-ce qu'il en a les moyens? Oui, il en a tout à fait les moyens. On a les compétences, mais il faut qu'elles soient exercées. Mais je dis pas que... Bien sûr, si on veut que ce ne soit pas le contribuable qui paye les pots cassés, il faut que cette nationalisation soit en partie temporaire, mais pas forcément. Et il faut que l'État garde une responsabilité. Après tout, on demande quand même à l'État... Est-ce qu'il faut que l'État, une fois que ça ira mieux, on peut l'espérer, se désengage très vite, ou il faut garder quand même... Je crois qu'il faut que l'État soit très attentif, s'engage rapidement et se désengage rapidement. Si l'État devient lui-même gestionnaire, il aura à peu près les mêmes travers que le gestionnaire permanent. Je vous donne un seul exemple qui est dans la mémoire de tous les Français, c'est le Crédit Lyonnais. C'est un Crédit Lyonnais d'État, public, qui a engagé le contribuable dans le plus grand naufrage français. À ce point du débat, il nous reste... faut que l'État joue parfaitement son rôle. Je ne souhaite pas, moi, que l'État nationalise les banques de façon... indéfini. Je souhaite simplement que, puisqu'on se retourne vers l'État quand on est en difficulté, l'État ait aussi son mot à dire quand tout va bien. Parce que le vrai problème de la régulation, c'est qu'il faut la mettre quand ça va bien. Parce que c'est quand ça va bien que se créent toutes les bulles qui finissent par éclater et mettre le système en difficulté. Je voudrais simplement dire aussi une autre observation de fait, c'est que l'État en lui-même n'est pas plus intelligent que chacun d'entre nous ou que nous collectivement. Simplement, il a un avantage, c'est qu'il a le pouvoir de prélever l'argent obligatoirement. Ce qu'aucun autre organisme n'a. Et il a la pérennité. Il a la mutualisation. Oui. C'est donc, en effet, un rôle particulier. Je me rappelle que l'État, ce sont 44% de prélèvements, toutes catégories confondues. Donc, qu'il retourne un peu sur les contribuables et sur les déposants ne me choque pas, personnellement. Il nous reste un tout petit quart d'heure. On va évidemment parler de la suite, c'est-à-dire crise économique, hein, et là, l'intervention de l'État. Et si oui, comment? Une simple question quand même. Est-ce que ce qui s'est passé doit vous conduire, les uns et les autres, à réviser un petit peu, tout simplement, votre idéologie, on pourrait appeler ça comme ça, libéralisme, socialisme, social-démocratie, au fond... Moi, j'ai toujours été partisan d'une économie de marché complètement, régulée, avec de multiples régulations. Je trouve que, d'une certaine façon, ce qui se passe est en train de montrer que ces thèses étaient justes. Parce que ce qui s'effondre aujourd'hui, c'est quand même tout le discours qu'on connaît depuis les révolutions conservatrices de Thatcher et Reagan, dérégulons, l'économie ira mieux. Et il y a un bon exemple, ça a été le passage de l'Union soviétique à la Russie. C'est un pays qui a fait un passage brutal en perdant finalement toutes les institutions qui auraient permis de faire fonctionner le marché. Donc, en n'ayant ni institutions, ni régulation qui permettaient de maintenir la confiance, l'Union soviétique est passée d'une économie administrée à une économie en partie malheureusement mafieuse, alors qu'une économie de marché, elle a besoin de confiance. Et moi, je dis que dans la confiance, il y a plusieurs éléments. Il y a des règles, il y a l'intervention publique, il y a la mutualisation, c'est-à-dire le fait qu'on assure la prise de risque, en quelque sorte, pour permettre à tout le monde de prendre des risques. Et puis, il y a aussi une certaine idée de l'égalité. Parce que je pense que, et on le voit bien dans les performances économiques des social-démocraties du nord de l'Europe, ce sont des économies très ouvertes, complètement concurrentielles, mais en même temps, qui ont une formidable solidarité avec un État encore plus important que nous. La bonne voie, la bonne solution, c'est au fond la social-démocratie. Oui, moi je répète, mais depuis longtemps que c'est la Gérard social-démocratie. Longuet, question similaire. Est-ce qu'on peut être encore libéral après tout ce qui vient de se passer? Se proclamer libéral sans état d'âme. Oui. Je suis libéral avec deux restrictions. La première, c'est que le monde n'est pas un marché pur et parfait. C'est un espace qui a une histoire, avec des cultures, des continents, des puissances politiques, et qu'il serait fou d'être libéral en France ou en Belgique si on ne tenait pas compte de l'existence des États-Unis, de la Chine ou de la Russie. Première observation. Deuxième observation, nous avons une faiblesse dans le système capitaliste qui est la suivante. C'est qu'on sait contrôler la performance des entreprises par la concurrence. Ça marche à peu près. On arrive dans certains cas à avoir un dialogue entre le management et les salariés. C'est la vieille idée gaulliste de participation, mais pourquoi pas. Il y a en revanche une faiblesse. Nous ne savons pas contrôler les entreprises par les actionnaires lorsqu'ils sont trop dispersés. Et manifestement, dans cette crise, il y a une défaillance de la concurrence et une défaillance de l'actionnariat.
Monsieur Longuet, c'est un mot qu'utilise beaucoup Monsieur Muet. Est-ce qu'il faut avoir peur du mot récession? Est-ce que les conséquences de la crise financière risquent pas de nous y mener tout droit alors que la situation est déjà pas terrible? Forcément, le tonus d'une économie, c'est quand même la circulation de l'argent et l'espoir positif. Ceux qui assurent la circulation de l'argent, c'est-à-dire les banques, sont dans une attitude de restriction à cet instant. D'ailleurs, remarquez une chose, les banques, vous l'avez dit d'ailleurs, les banques centrales ont baissé leur taux directeur et nous avons un écart de 150 points actuellement entre les taux directeurs et Euribor 3 mois. Ça veut dire que l'argent ne circule pas. Et l'argent qui ne circule pas, il ralentit les entreprises, il les prive de l'espérance même de financer un projet. Là, l'État, quand il intervient pour aider les PME, par exemple, un plan de 22 milliards, c'est bien. L'État fait très très bien. Maintenant, il faudra voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par exemple, quand Euribor collera au taux directeur de la BCE. C'est pas demain la veille. Et les conséquences économiques concrètement pour les Français, ça se traduit dans combien de temps selon vous? C'est immédiat. Prenez le bâtiment, c'est immédiat. Les collectivités locales ont du mal à financer leurs investissements, c'est immédiat. Des projets d'investissement industriel sont reportés faute de financement, c'est immédiat. Je crois que l'année 2009 sera difficile. C'est-à-dire que si elle n'aurait pas été de toute façon difficile avant cette crise. Elle aurait été sans doute difficile parce que la crise a commencé en 2007, je tiens à le rappeler. Les subprimes qui ont paralysé d'abord le financement de l'investissement logement, ça remonte maintenant en France à peu près 8 mois, 10 mois. Donc on le savait cela. Et face à ces répercussions économiques, est-ce qu'il peut y avoir une différente façon de gérer politiquement les choses? Qu'est-ce que peut faire l'État? Est-ce qu'il faut plus d'État, moins d'État? Est-ce qu'il faut aider plus les entreprises? Non, en fait, la question que vous posez, c'est est-ce que l'État peut relancer par le déficit la machine? Moi, je reste accroché à une politique de l'offre et je ne souhaite pas une relance par le déficit. Ce serait irresponsable. Faire des emplois aidés, par exemple, ça va coûter. Les emplois aidés, ils ne sont pas tous utilisés. Obtenons déjà que tous les contingents qui ont été votés soient utilisés. Mais en tous les cas, je suis très clair, enfin, je ne m'engage que moi, je ne souhaite pas une politique de déficit. Alors, d'abord, regardons la réalité. La crise financière, elle n'a pas encore produit ses effets, et ces effets, malheureusement, vont être récessifs, c'est-à-dire que ça va limiter l'investissement. Mais la réalité française, c'est que nous sommes en récession. Je rappelle que le produit intérieur brut baisse depuis le 2e trimestre, que la consommation des ménages baisse depuis le premier trimestre, c'est-à-dire depuis janvier, que le pouvoir d'achat du revenu des ménages baisse depuis le 1er janvier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de création d'emplois en France. Les créations d'emplois ont baissé à partir du 2e trimestre, et parce qu'il n'y a pas d'augmentation du pouvoir d'achat. Donc nous avons déjà une économie qui est fragilisée parce qu'elle n'a pas de moteur interne. Et comme un pouvoir politique, je termine. Non, c'est le pouvoir politique qui a la responsabilité de la situation. Je rappelle que lors de la crise précédente, c'était en 1998, elle venait d'Asie. On l'appelait la crise asiatique. Elle a touché les pays européens. La France, en 98, a fait 3,4% de croissance. Pourquoi? Parce qu'elle créait 400 000 emplois, parce que le pouvoir d'achat du revenu disponible augmentait de 3,5%, parce qu'il y avait une politique qui était tournée vers la création d'emplois, vers l'augmentation du revenu, et de ce fait, l'investissement augmentait. On peut regarder les chiffres de cette époque. Je prends l'année 98 parce que c'est une année de crise. C'était 5%. Eh bien, la France a traversé cette crise avec une croissance d'1 point supérieure au reste de l'Europe, avec une croissance pratiquement égale à la croissance mondiale, ce qu'elle n'a jamais été capable de refaire depuis, tout simplement parce qu'il y avait des moteurs internes à la croissance. Or, ce que je dis, c'est que la récession est là, ces moteurs internes ne sont pas là, parce que la politique économique a été une erreur, y compris du côté des finances publiques, parce que moi j'ai plaidé... du paquet fiscal. Mais bien sûr. Mais excusez-moi, mais non, c'est pas toujours la même chose. Il y a des choses qui sont à dire. Il y avait un consensus dans la campagne présidentielle. Il fallait muscler notre économie par l'innovation, par l'éducation, en investissement. Ça n'a pas été fait. Le crédit impôt recherche. Non, pas suffisamment, mais on pourrait rentrer dans le détail. Mais il fallait réduire les déficits. Ça n'a pas été fait. Il fallait réduire les déficits. On aurait réduit les déficits dans la conjoncture difficile d'aujourd'hui. C'est pas plus 40 000 chômeurs à la fin de l'année, c'était plus 80 000. Le paquet fiscal, ça a été à la fois une erreur économique, mais ça c'est presque reconnu aujourd'hui par tout le monde, et puis ça a été ressenti à juste titre comme une injustice. Si vous voulez créer la confiance, il faut montrer que la politique économique s'intéresse à tous. Donc là, les Français, vous êtes en fonction, vous décidez quoi? Aujourd'hui, d'abord, il faudra changer de politique. C'est très simple. Le paquet fiscal, je le supprime. Pourquoi? Ça veut dire quoi? On supprime les aides supplémentaires? Mais par exemple, succession. Non, je supprime le paquet fiscal et les heures supplémentaires. Pourquoi? Parce que dans une situation comme celle-là, où les entreprises ont une demande qui est faible, ce qu'il faut privilégier, c'est l'emploi
plutôt que l'augmentation d'heures supplémentaires. Et on voit bien ce qui s'est passé. Au deuxième trimestre, les heures supplémentaires ont augmenté. C'est-à-dire ceux qui avaient déjà un emploi ont travaillé plus, mais c'est au détriment de l'embauche. Et quand on prend la masse salariale, le pouvoir de l'achat de la masse salariale, je suis macroéconomiste, je regarde les données globales, elle n'a pas augmenté. Donc le pouvoir d'achat des Français a baissé. Peut-être jouer un rôle d'amortisseur. On revient sur ces deux mesures. On revient là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Je pense qu'il faut, dans ce domaine, il faut toujours agir en général sur l'offre et la demande. L'économie est jamais aussi simple que de dire il faut une politique de l'offre, il faut une politique de demande. Il faut arriver à doser les deux. On a besoin de muscler notre économie. On a 50 milliards de déficit extérieur. On peut s'en sortir sans creuser les déficits encore? Ils sont creusés, les déficits. Ils sont creusés et les États européens ont reconnu que face à cette crise... Ça veut dire que les critères de Maastricht, on peut... Non, mais c'est pas une question. Moi, je dis qu'il faut essayer de ne pas les creuser. Mais ils le sont. Il faut réorienter complètement la politique. Si vous supprimez le paquet fiscal en le remplaçant par un certain nombre de mesures, nous avions proposé l'augmentation de la prime pour l'emploi pour 2 milliards d'euros. C'était 2 milliards sur 15 milliards. Il y a de quoi faire. Vous touchez... Oui, mais attendez. Honnêtement, comment... Moi, je le vois bien dans les débats que j'ai... Un petit peu. Pardon, excusez-moi. Je reviens. Non, mais vous êtes passionné, c'est bien. Pierre Bernard dit il faut changer de politique économique. C'est ce que vous avez dit, je résume. Oui. Moi d'abord, je crois que le TEPA a agi sur l'offre. Les entreprises, les PME sont dans une situation, elles sont préoccupées, elles ont pu bénéficier d'une consolidation de leurs fonds propres, par exemple, avec les mesures qui ont été prises sur l'ISF et sur le crédit impôt recherche. Mais je voudrais revenir sur le pouvoir d'achat des Français, parce que vous avez raison de dire qu'il a stagné, et pour certaines catégories, mais pour des éléments extérieurs qui, heureusement, alors ça c'est le bon côté de la crise mondiale, sont en voie de disparition. C'est-à-dire l'augmentation du prix de l'énergie, l'augmentation des matières premières et l'augmentation des taux d'intérêt qui ont fortement pesé sur le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Sarkozy a pas réussi à son choc de confiance. Oui, parce que nous avons eu, vous avez tout à fait raison, nous avons eu 3 éléments extérieurs qui se sont imposés à nous et qui pèsent sur le revenu français. Les taux d'intérêt parce que c'est le logement, les produits alimentaires parce que c'est la nourriture et l'énergie parce que c'est le chauffage et les transports. Or, ces 3 facteurs sont en train, sinon de disparaître, du moins de diminuer fortement. Donc je pense qu'on va pouvoir restituer un peu de pouvoir d'achat naturellement à nos compatriotes et cela est une bonne chose. Deuxième remarque sur les déficits. Je pense qu'il faut être très attentif parce que nos grands voisins ont fait des efforts et nous ne pouvons pas bénéficier de l'euro et leur coller nos déficits. Si on accepte les avantages de l'euro, je crois qu'il faut accepter une certaine discipline. Il y a un peu d'autocritique sur ce qui a été fait depuis 2 ans quand même, non? Sur les déficits? Les déficits... Alors, le président de la République a choisi de ne pas résorber les déficits parce qu'il sentiment de la conjoncture difficile. Il a eu raison, on ne peut pas les amplifier. On ne va pas les résorber, on ne peut pas les amplifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser filer... Chercher des économies ou ça? On ne peut pas laisser filer les déficits, ça c'est une certitude absolue. En revanche, il faut tirer parti des baisses des prix, énergie, taux d'intérêt, matières premières, produits alimentaires et soutenir sectoriellement des secteurs d'activité qui localisent l'emploi, et notamment le bâtiment, l'aménagement du bâtiment, la lutte pour les économies d'énergie, qui sont des dépenses locales. Bon, ça, on peut le faire. Ce sont des investissements qui sont immédiatement créateurs d'emplois. Et on peut s'endetter sur des investissements, pas sur de la consommation. En 30 secondes chacun, c'est difficile, mais nous sommes quasiment à la fin de l'émission. Votre pronostic, je dirais, pour les 6 mois qui viennent. Est-ce qu'on est fin de crise financière, au milieu, où on n'a pas encore vu grand-chose, ou pessimisme aussi sur la crise économique? Non, j'espère que sur la crise financière, il y aura des rebondissements, mais j'espère que l'action qui a été conduite et qui pourrait se renouveler s'il le faut, stabilisera les choses. Mais malheureusement, la récession, elle est déjà là, et celle que va rajouter la crise financière, elle est devant nous. Donc il faut allonger votre pronostic en 20 secondes, pardon. Moi, je vais vous faire un acte de foi personnel. Si je suis sénateur, c'est que j'aime la politique. Et donc, je crois que le pouvoir est utile. Et je constate que le pouvoir politique a été utile à travers le président de la République. Et je vais dire quelque chose à Pierre-Alain Muet. C'est que je crois que l'opinion française est plus rapprochée. Pour des raisons qui sont les vôtres, vous n'avez pas voté ce texte. Mais je pense que dans votre famille chemine l'idée qu'il faudrait quand même trouver avec nous des solutions. Et ça, c'est un bon investissement pour la famille. Merci beaucoup Gérard Longuet, merci Pierre-Alain Muet. Cécile, juste un mot, le mot de la fin avec vous, comme d'habitude. Je dis heureusement qu'il y a la politique économique française pour animer les débats, parce qu'à vous entendre, qu'on se soit abstenu ou qu'on ait voté pour, il y a quand même une unité nationale autour de cette crise, autour d'un mot qui est devenu le nouveau mot à la mode, le mot régulation.
Merci beaucoup Cécile, merci à tous. On se retrouve dans 15 jours. Très bonne soirée sur Public Sénat. Bonsoir.